Bonjour, bonjour. Ah, les samouraïs. Je pense qu'on est très nombreux à avoir une image en tête de parfaits chevaliers dont le sens de l'honneur dépasse tout. Et c'est en effet une image transmise dans de nombreuses œuvres, dont le cinéma bien évidemment. Alors oui, c'est impossible d'échapper aux samouraïs si on s'intéresse au cinéma japonais, surtout durant son âge d'or, qu'on situe dans les années 30 jusqu'aux années 70. Durant cette période, les films d'époque, que l'on nomme Jidaigeki, étaient alors légion. Pourtant, loin de l'idéalisation de certains, il y a eu de nombreux auteurs, réalisateurs et acteurs qui se sont saisis du statut et du code du samouraï pour créer des parallèles et des critiques envers la société japonaise contemporaine. Que ce soit dans les limites du code d'honneur, les remises en cause de la hiérarchie, ou bien tout simplement la relation avec l'argent et la notion de travail, ce sont des films fascinants qui m'ont personnellement permis de découvrir une nouvelle facette des samouraïs et aussi de la société japonaise. Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'analyser 3 films qui ont remis en cause le statut du samouraï pour qu'on puisse avoir un regard plus juste, moins manichéen, voire même humain sur les guerriers japonais. Et en plus, ce sont 3 films absolument essentiels à mes yeux pour découvrir le cinéma japonais en général. Du coup, pour commencer, on va parler de l'un des films nippons les plus célèbres, qui a comme sujet central la tradition indissociable des samouraïs, Harakiri. Masaki Kobayashi, c'est un incroyable réalisateur, à la carrière certes peu prolifique mais pourtant capitale. Il est né en 1916 à Hokkaido et devient plus tard étudiant en philosophie, avant de réussir un concours qui lui permet d'intégrer le studio Shoshiku. Mais il est enrôlé par l'armée japonaise en 1942 avant même de pouvoir commencer à travailler. Il ira au front en Mandchourie, puis Okinawa, avant d'être fait prisonnier dans un camp, et finalement à son retour au Japon, il finit par intégrer le studio, mais la guerre le hantera toute sa vie, et ce jusque dans son cinéma. Pourtant, il commence sa carrière de manière très classique. Il est d'abord assistant réalisateur, puis réalisateur, et il fait d'abord des films familiaux que le studio a l'habitude de fournir, mais très rapidement, il va changer son cinéma et assumer son point de vue politique, ce qui donnera des œuvres beaucoup plus sombres, et c'est d'ailleurs au cours d'un tournage de l'un de ses films, Rivière Noire, qu'il va faire une rencontre décisive. En effet, dans son casting apparaît Tatsuya Nakadai, un jeune acteur dont la carrière est loin d'avoir décollé, et dans son rôle de petite frappe, il va impressionner Kobayashi qui décide de lui donner le rôle qui va changer sa carrière. Il s'agit de l'interprète principal de la trilogie La Condition Humaine. Alors c'est un énorme projet qui va mettre 4 ans à aboutir, totalisant 9h30 de film, et c'est aussi l'adaptation d'un roman fleuve très populaire à l'époque, et bien sûr en évoquant les horreurs vécues par un pacifiste qui est enrôlé de force durant la Seconde Guerre mondiale, il est impossible de ne pas avoir de parallèle avec le passé de Kobayashi. Malgré les risques d'un tel projet, la trilogie est un succès, permettant la consécration de son acteur et de son réalisateur. Grâce à cette réussite et aussi à la création de sa propre société de production, Kobayashi travaille alors sur son premier film d'époque, notre sujet du jour, Harakiri. Pour cela, il va s'entourer d'une équipe 5 étoiles. D'abord en choisissant comme scénariste Shinobu Hashimoto. Il est notamment connu pour son travail avec Kurosawa sur Rashomon, Les 7 samouraïs, et la plupart des films de sa filmographie d'ailleurs. Bien évidemment, ce scénariste a aussi collaboré avec d'autres réalisateurs sur des futurs classiques, comme Le Sabre du Mal ou Samouraï. Alors son choix est évident quand on connaît son talent pour les intrigues qui se dévoilent via les récits et points de vue des personnages, comme dans Rashomon. Le scénario est d'ailleurs une adaptation d'un roman de Yasuhiko Takiguchi, auteur aussi de Rébellion, que Kobayashi adaptera plus tard dans la même veine qu'Harakiri. Mais impossible de trouver plus d'informations dessus, ou même d'avoir accès au livre d'ailleurs. Navré. Le directeur de la photographie, c'est Yoshio Miyajima, qui a suivi la carrière de Kobayashi sur ses plus gros projets, comme La Condition Humaine ou plus tard Kwaidan, et il faut vraiment féliciter le monsieur, car le noir et blanc d'Harakiri, il est juste magnifique. À la musique, c'est Toru Takemitsu qui signe une bande originale angoissante, tirée d'instruments traditionnels. Alors il est encore loin d'être expérimenté dans la musique de film, mais le futur compositeur de Ran dévoile déjà ici son talent.
Pour le casting, Nakadai obtient le rôle principal et confirme ses capacités à se transformer complètement à chaque film. D'ailleurs, lors d'une interview présente sur le DVD d'Harakiri, Christophe Gans évoque Nakadai comme un acteur fiévreux. Alors il parle bien sûr de son intensité de jeu, et je trouve que c'est une définition qui lui correspond parfaitement, et c'est aussi son atout qui lui permettra de travailler avec les plus grands réalisateurs et de devenir l'un des acteurs japonais les plus respectés, aux côtés de Toshiro Mifune par exemple. Dans le reste du cast, on trouve Rentaro Mikuni, qui n'a jamais craint de jouer les rôles d'antagonistes, alors il avait vraiment pas peur de grand chose de toute façon. Tetsuro Tamba, un acteur insaisissable qui a une carrière impressionnante de 300 films. Shima Iwashita, jeune actrice qui sera une véritable révélation dans le film de Ozu, Le goût du saké, qui sortira la même année qu'Harakiri. Alors Harakiri sort sur les écrans japonais en 1962 et est un grand succès critique. Il obtient d'ailleurs le prix du jury au Festival de Cannes et sa notoriété elle va se poursuivre dans le temps car il est l'un des rares films japonais souvent cités dans les tops des classements de films et il est surtout facilement trouvable sur le marché vidéo, ce qui n'est vraiment pas souvent le cas sur les films de cette époque. Alors Kobayashi, après Harakiri, va s'attaquer à un autre très gros projet, c'est Kweidan, un film de fantômes qui regroupe 4 histoires. C'est un genre très populaire à l'époque, et ce film en est très certainement son point d'apothéose. On l'a déjà évoqué, mais son film suivant c'est Rebellion, qui est aussi dans la continuité d'Harakiri, un autre excellent film avec Toshiro Mifune au centre, et on retrouve Tatsuya Nakadai au casting, bien évidemment. Malheureusement, la carrière du réalisateur ralentira fortement dans les années 70, avec notamment la crise des studios de cinéma japonais. Malgré tout, il restera fidèle à ses combats, comme le prouve sa dernière œuvre, Le procès de Tokyo. C'est un documentaire à la durée colossale de 4h30 qui aborde le sujet des criminels de guerre. Il nous quittera en 1996 en laissant derrière lui une filmographie engagée et exceptionnelle que je vous recommande vivement de découvrir. Revenons maintenant à Harakiri, à ce film incroyable qui a une maîtrise absolue de mise en scène et de narration, mais qui est surtout une réflexion très mature sur les notions d'honneur très défendues par les Japonais. Au début de l'ère Edo, et plus précisément en 1630, le clan Lee reçoit la visite d'un ronin. Alors un ronin c'est un samouraï qui n'a plus de seigneur à servir. Celui-ci se prénomme Anshiro Tsugumo, et il est là pour demander un service bien particulier. Il souhaite effectuer la cérémonie du suicide du samouraï, le seppuku, ou comme on l'appelle en dehors du Japon, le harakiri. Il explique que cela fait des années qu'il souffre dans la pauvreté et qu'il souhaite partir malgré tout dans l'honneur. Face à cette requête bien atypique, le clan Lee n'est pourtant pas surpris, il est même agacé. L'intendant s'explique alors avec le vieux guerrier. Il sait qu'un autre clan avait reçu une demande similaire et a choisi d'engager le ronin dans leur clan. Depuis, l'histoire s'est répandue et de nombreux ronins l'imitent dans le but d'obtenir un poste ou un peu d'argent. Bref, c'était devenu une manière pour les anciens samouraïs de mendier. L'intendant explique que le clan Lee refuse cette pratique qu'il juge déshonorante et indigne des samouraïs. Il raconte alors à Tsugumo que quelques jours plus tôt, ils n'ont pas hésité à punir un autre ronin venu lui aussi quémander. Pourtant, le vieux ronin reste stoïque face à l'histoire de l'intendant et renouvelle sa demande. Alors que la cérémonie est sur le point d'avoir lieu, l'absence de plusieurs membres du clan retarde les choses. Le ronin décide, pour passer le temps, de raconter son histoire. Ce que l'intendant ignore en acceptant, c'est que le récit du guerrier va bouleverser l'histoire du clan Lee. Alors bien évidemment, je ne vais pas en dévoiler plus pour l'instant. Le reste attendra à la zone spoiler, qui est malheureusement inévitable pour analyser le film. Mais avant tout ça, je vous propose d'expliquer le contexte ainsi que certains détails qui pourraient échapper à ceux qui connaissent peu la culture japonaise. Par exemple, les samouraïs. C'était loin d'être que des guerriers. On peut même dire qu'ils ont eu de nombreux rôles différents à travers le temps. Le mot samouraï vient de samuru, qui signifie serviteur. Et c'est en effet le fait d'être au service d'un seigneur qui définit la véritable raison d'être des samouraïs. Et bien sûr, à travers leur seigneur, c'est le shogun, le dirigeant du Japon, qu'ils servent véritablement. Pour désigner un guerrier, le terme bushi convient mieux. D'ailleurs, on le retrouve dans le terme bushido, qui signifie en vérité le code du guerrier, plus que le code du samouraï. Bien évidemment, si les seigneurs sont en conflit ou font respecter la loi, ce sont les samouraïs qui iront au combat. D'où le lien avec la maîtrise des armes et de la guerre.
De plus, de nombreuses périodes de guerre civile ont poussé les samouraïs à se militariser. Pourtant, et c'est là que le film choisit très bien son contexte historique, le statut du samouraï va être bouleversé au début de l'ère Edo. C'est tout d'abord la fin d'une longue guerre de territoire qui a permis d'unifier le pays, et c'est aussi le début d'un grand âge de paix grâce à la réorganisation de la société créée par le nouveau shogun. Concrètement, pour les samouraïs, la paix instaurée va diminuer drastiquement leur rôle militaire, qui va être remplacé par un rôle administratif. Ensuite, lors des nombreuses réformations que le pays a subies, de nombreux seigneurs se sont fait éjecter par le pouvoir en place. Et pour les samouraïs qui les servent, cela signifie soit se faire seppuku pour suivre leur maître, soit le chômage. Et c'est le cas du protagoniste du film, qui vit dans la misère à la suite de la mort de son seigneur. Sa situation est opposée à celle du clan Lee, qui prospère durant l'ère Edo. Les changements opérés durant cette période ont aussi poussé la société japonaise à être plus conservatrice. Elle va ancrer et solidifier des traditions qui n'avaient plus pourtant de raison d'exister, poussant les samouraïs à glorifier leur passé et à ignorer le paradoxe d'avoir une telle culture de la guerre en temps de paix. Le katana, c'est un bon exemple. C'était loin d'être l'arme de prédilection des samouraïs, qui utilisaient un arsenal très varié. Pourtant, lorsqu'il est interdit en dehors des samouraïs d'en posséder un, c'est devenu un véritable symbole à afficher. Si certaines des lois conservatrices découlent de la volonté du shogun, elles sont aussi soutenues par les samouraïs qui y voient un moyen de garder un statut unique au Japon. Et s'il y a bien une tradition qui est devenue indissociable de la caste des samouraïs, en tout cas à nos yeux européens, c'est le seppuku. Un rituel suicidaire censé faire mourir dans l'honneur celui qui la pratique. Il y a vraiment une idée assez tenace sur l'aspect volontaire du seppuku. Par exemple, lorsqu'il s'agissait d'une punition militaire, pour une faute, c'était bien souvent la seule alternative à une mise à mort. Dans les deux cas, on ne peut pas échapper à son funeste destin, mais avec le harakiri, on affiche ses regrets et on sauve partiellement son honneur. Ça fait joli dans les registres, et ça peut aider la famille de l'accusé. Et certains cas de seppuku célèbres ont marqué les esprits, ont transmis une image glorifiant le geste, mais dans les faits, les samouraïs ne se jetaient pas sur leur sabre à la moindre erreur pour en finir. Il faut dire que les récits les plus répandus véhiculent cette idée. La voix du samouraï et la passion de la mort, peut-on lire dans le Hagakure, l'un des livres qui a le plus influencé l'image du samouraï qu'on a aujourd'hui. Pourtant, l'œuvre de Kobayashi semble vouloir gratter le vernis qui entoure le culte des guerriers japonais. Son vécu à la guerre joue un grand rôle, puisque les récits des samouraïs ont beaucoup été utilisés comme propagande pendant la Seconde Guerre mondiale pour endoctriner les soldats. D'ailleurs, tous les éléments évoqués plus tôt sont plutôt bien résumés visuellement lors du générique du film. Le premier plan donne le ton avec une armure de samouraï enveloppée d'une fumée qui la transforme en figure fantomatique. Lorsque celle-ci se dissipe, l'armure devient un simple élément de décoration, sur une très jolie transition au passage. Nous avons ensuite un registre, soulignant le rôle administratif, mais aussi un autre élément sur lequel on reviendra plus tard. Puis on aperçoit en fait le seul élément vivant de ce générique, qui est le Ronin qui est juste en train de marcher. Puis on visite la demeure du clan Lee. On y voit des plans vides de vie, on appuie aussi une architecture très parallèle, avec des plans soit fixes, soit avec de légers travelling, évoquant un lieu strict et rigide. Ce décor froid est soutenu par une musique angoissante, donnant un ton anxiogène au tout. On peut aussi apercevoir dans le décor une estampe représentant un tigre qui dévore sa propre patte. Pas de spoiler, mais il est évident qu'il y a un message caché derrière ce choix. En tout cas, en l'espace d'un générique, Kobayashi présente une atmosphère oppressante qu'il associe à la tradition et la classe sociale des samouraïs. Pourtant, un élément bien vivant apparaît à la fin, c'est le Ronin Hanshiro. L'ancien samouraï est un grain de sable venu perturber le système féodal japonais. Il est loin de représenter un passé glorieux, il est plutôt là pour confronter l'idéologie à la réalité. Le système strict de l'ère Edo ignore les millions de destins qu'il contrôle, condamnant certains à être broyés sous son poids. Nakadai joue un homme éteint, fatigué par la vie. On ressent avec sa lassitude qu'il n'est pas là pour des questions de dignité, mais que c'est le désespoir qui l'amène à désirer sa propre mort. La structure du film va alors miser sur des flashbacks pour nous donner des révélations, mais elle va pourtant commencer par le point de vue de l'intendant et du clan. C'est par leur regard sur la situation qu'on va commencer le film. À leurs yeux, toutes les actions qui sont menées au nom de l'honneur sont justifiées.
L'objectif du réalisateur, c'est de nous mettre, nous spectateurs, volontairement dans une position confortable, car les arguments du clan sont compréhensibles. Après tout, l'agacement provoqué par ceux qui profitent, et je mets des guillemets, et qui mendient, est encore un sentiment partagé dans le monde actuel. Le manque d'empathie est justifié dans leur esprit en faisant de ceux qui demandent des moins que rien et des profiteurs. Pourtant, le Ronin est là pour tout bouleverser. Il va forcer le récit à se rediriger vers lui, et derrière son regard soi-disant éteint, il y a des braises prêtes à enflammer la réalité que l'intendant et le clan se sont créés. Et pour comprendre la fin et l'inévitable chaos qui l'accompagne, Kobayashi va découper le récit du Ronin en plusieurs séquences. Chaque retour au présent est une véritable gifle pour l'intendant et le spectateur. Il utilise les mêmes mouvements de caméra, les mêmes plans, mais la tension visible sur les visages des personnages change. Le crescendo est alors aussi amplifié par un vent qui monte et devient de plus en plus présent. Les lieux, alors inertes, prennent vie, mais sous la forme d'une tempête. Le tout culmine jusqu'au rire explosif de Hanshiro. Le vent a finalement soufflé sur les braises. Bon alors est-ce que ça va? Tout va bien? J'imagine que vous voulez connaître les fameuses révélations du film, eh bien il faut le regarder. Ça serait vraiment dommage que je vous gâche le film. Parce que là on va partir à fond dans les spoilers, donc je vais mettre un timecode à l'écran pour ceux qui voudraient regarder juste la conclusion. Voilà, à partir de maintenant je considère que vous avez soit vu le film, soit vous vous en fichez d'être spoilé, c'est pas... chacun son truc. Le récit de Hanshiro Tsugumo, c'est une véritable tragédie. Son seigneur est éliminé, mais lui reste en vie pour s'occuper de sa fille et le fils d'un ami qui a suivi son maître. Ils vivent dans la misère, mais grandissent heureux d'être tout simplement ensemble. Les deux enfants deviennent adultes, tombent amoureux, se marient et ont un enfant. Le Ronin n'a jamais été aussi heureux. Il devient un véritable papy gâteux en présence de son petit-fils. Malheureusement, sa fille tombe malade, puis le petit aussi. Hanshiro et son beau-fils ignorent comment se procurer médecins et médicaments. Désespéré, le jeune homme va en secret vendre les lames de ses sabres. Puis, étant lui-même un Ronin, il essaye d'obtenir de l'argent en allant mendier auprès du clan Lee, avec la fameuse méthode évoquée plus tôt. C'est son histoire que l'intendant a inconsciemment racontée à Hanshiro. Les samouraïs ont forcé le beau-fils à faire le seppuku, et ce avec ses sabres pourtant faits que de bois. Ils ont ensuite ramené son corps auprès de sa famille, et se sont moqués ouvertement de sa mort. La nouvelle brise tout espoir, le petit-fils et sa fille meurent de leur maladie, seul reste le Ronin, rempli de regrets, de colère et un profond désir de vengeance. Il va d'abord attaquer les 3 samouraïs qui ont commandité le seppuku de son beau-fils. Mais il ne va pas les tuer, non. Il leur coupe les cheveux, ce qui est un symbole important chez les samouraïs. S'ils tiennent vraiment à leur code d'honneur, cette action devrait les pousser au seppuku. On apprendra plus tard que seul l'un d'entre eux le fera. Les 2 autres espéraient se cacher en feignant la maladie en attendant que les cheveux repoussent. Maintenant, le Ronin est entre les murs du clan Lee, prêt à emporter un maximum d'hommes avec lui dans sa mort. Il arrivera même à détruire l'armure vue dans le générique. Finalement, il effectuera le seppuku avant que les hommes du clan ne lui tirent dessus. L'intendant fera de son mieux pour couvrir les dégâts, n'hésitant pas à tout réécrire dans les registres pour modifier les faits. On suggère ici que les moindres actes de rébellion étaient effacés et qu'il est impossible de nos jours de savoir si une histoire similaire a pu avoir lieu. La dignité des clans passe par une réécriture constante de leur histoire pour gommer la moindre trace de déshonneur.
On peut noter aussi que la dernière séquence est montée en miroir avec le générique de début. On commence par les serviteurs qui nettoient et lavent les sols et traces de sang, par le registre qu'on sait maintenant être mensonger, puis revient l'armure, remise à sa place, la fumée l'enveloppe à nouveau. Elle représente alors bien le statut vide des samouraïs, qui portent leur ancien prestige maintenant en décoration. C'est un bon parallèle avec le film. Tout sonne creux et faux dans le clan. L'application du seppuku sur le beau-fils, elle tient plus du sadisme et du mépris de classe que du respect du code. L'intendant, qui attaque le Ronin en premier, par peur qu'il puisse révéler ce qu'il sait, montre bien sa lâcheté. Et même le samouraï, qui est incarné par Tetsuro Tanba, qui semble être le plus proche du Bushido, et qui a fait une école prestigieuse de sabre, perd face au vieil homme. Ce combat d'ailleurs c'est une opposition entre l'expérience et la théorie. Qu'importe les années d'études, il a face à lui quelqu'un qui a connu la guerre et a affronté la terreur de la mort. Hanshiro finit par dominer le combat au fur et à mesure que son adversaire prend peur et recule. Finalement, les belles paroles qu'il a prononcées pour condamner le jeune Ronin, il n'en connaissait rien en fait, et ne faisait que répéter ce qu'on lui avait appris. Cela se confirme aussi lors du combat final, alors que le Ronin arrive à repousser des dizaines de samouraïs qui, par peur de mourir, ne vont pas au contact. Ce n'est pas pour rien qu'ils essayeront même de l'attaquer au fusil. Finalement, c'est Hanshiro lui-même qui résumera le problème que le film pointe du doigt. Lorsque les samouraïs ramènent le corps de son beau-fils, il prend conscience que celui-ci n'a pas hésité à sacrifier ses sabres pour s'occuper de sa famille, alors que lui-même, il n'y a pas pensé. Il comprend qu'il a accordé plus d'importance à des bouts de métal et au prestige qui les accompagne qu'à sa propre famille. Les textes, les récits, les codes d'honneur, tout cela ne peut représenter la réalité humaine. Le contexte politique, la caste sociale, la nature même de l'homme fragile et imprévisible ne sont pas compatibles avec les normes des samouraïs. いかに武士とはいえ、所詮は血の通うてる人間、霞を食うて生きていけるものでもない。求めほどの男でも、土壇場に追い詰められれば、妻子ゆえに、いやよくぞ血迷うた。 À sa propre conclusion, et certainement celle aussi de Kobayashi, le code du samouraï est une façade. Finalement, la colère meurtrière de Hanshiro, ce n'est que le résultat de ce paradoxe. Et plus que de simplement tuer les membres du clan, il a voulu leur donner une leçon et les obliger à faire face à la monstruosité de leur acte. Ce qui en fait une grande histoire de vengeance, loin d'un défouloir où le sang gicle en hectolitres, même si j'aime beaucoup ça. Ici, le réalisateur, il arrive à nous partager le désespoir d'un homme, qui, puisqu'il a tout perdu, est prêt à faire subir un sort bien pire que la mort à ceux qui l'ont tourmenté, en détruisant la réalité qu'ils se sont créée. Où ils ne sont pas des héros aux valeurs nobles, mais des hommes méprisants, qui ne se rendent pas compte que la place qu'ils ont n'est due qu'à la chance et que leur manque d'empathie et d'humanité a transformé un vieil homme en démon vengeur. Kobayashi porte un regard cruel sur les samouraïs, en tout cas dans ce film. Il présente une caste froide, antipathique, inconsciente des privilèges qu'elle possède, mais surtout, il s'oppose ouvertement aux vertus attribuées aux héros japonais que sont détenus les samouraïs dans l'inconscient collectif. Je pense quand même que son objectif n'était pas de faire des guerriers japonais des méchants sans cœur. D'ailleurs, le reste de sa filmographie le prouvera avec Rébellion. Je suppose qu'il voulait juste que les fantasmes cessent. Le monde est cruel et aucune vertu ne le rendra meilleur. Aucune attitude chevaleresque ne nous en protégera. Mais l'empathie envers les autres, l'amour et le temps qui nous est accordé avec nos proches sont finalement les véritables combats qu'il faut mener. Harakiri nous en donne la leçon de la plus tragique des manières. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film si vous ne l'avez pas vu, et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me partager votre avis dessus, ainsi que sur la critique des samouraïs en général, sur peut-être d'autres films justement que vous connaissez qui parlent de ça. Après, ça fait un film sur 3, il en reste encore 2. Pour les plus connaisseurs, je vous laisse deviner les prochains dans les commentaires. Petit indice, on pourrait surnommer ce triptyque la trilogie Nakadai. Après, le mec il a une filmographie de 100 films, donc ça va quand même chercher dedans. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous préviens, pour les réseaux sociaux, je maîtrise pas encore ça, mais je vais faire un effort. C'était un plaisir de parler de ce film avec vous, je vous dis à la prochaine, bye.